C'était l'une des fusillades scolaires les plus choquantes, non pas à cause du nombre de victimes, mais à cause de l'identité du tireur. Un élève de première année de 6 ans à l'école primaire Rich Neck à Newport News, en Virginie. L'enfant avait pris une arme à feu achetée légalement dans le sac à main de sa mère à la maison, puis l'avait apportée à l'école. Une enseignante a entendu d'autres élèves parler de l'arme et l'a signalée à la directrice adjointe, Ebony Parker. Voici le problème. Personne n'a rien fait pour récupérer l'arme. Et plus tard dans la journée, ce garçon de 6 ans a tiré et a failli tuer une enseignante nommée Abyss Werner. Je pensais que j'étais en train de mourir. Je pensais que j'étais morte. En Virginie, un enfant de 6 ans ne peut pas être tenu pénalement responsable et il est même trop jeune pour le système pour mineurs. Mais il est clair qu'un crime a été commis. Alors, les procureurs se sont d'abord attaqués à la mère du garçon qui a plaidé coupable de négligence envers un enfant et est allée en prison. Maintenant, ils s'en prennent au directeur adjoint. Ebony Parker comparaît maintenant devant un tribunal pénal accusé de 8 chefs de négligence criminelle envers des enfants pour ne pas avoir agi ce jour-là. Cette fusillade scolaire est différente. Le tireur n'a que 6 ans, c'est un élève de première année. Et la prévenue dans cette affaire, la prévenue est la directrice adjointe de l'école, Ebony Parker. Quelqu'un à qui on aurait signalé la présence d'un élève avec une arme à feu dans son école et qui n'a rien fait. Ce qui est incroyable ici, c'est qu'une enseignante a été blessée par balle. D'autres élèves n'ont pas été touchés par balle. Une enseignante a été blessée par balle. Et l'accusé, la directrice adjointe, sa défense consiste à rejeter la faute directement sur l'enseignante. C'est sa faute, elle n'a pas agi. Qui est responsable ici? Et la directrice adjointe devrait-elle aller en prison? Je suis Vinnie Politane, enquêtons. J'ai couvert de nombreuses fusillades scolaires au fil des ans à Courte TV. Celle qui m'a le plus touché personnellement reste marquante. La plus difficile pour moi a été la fusillade au lycée de Parkland, parce que j'ai parlé avec tant de pères des enfants victimes dans cette affaire. Et quand on regarde cette affaire, on se demande qui est responsable. Eh bien, au final, oui, le tireur est responsable. Mais j'ai eu le sentiment que personne là-bas n'avait eu l'impression d'obtenir justice. J'ai aussi couvert la fusillade à l'école d'Oxford, dans le Michigan. Et dans cette affaire, les parents ont été tenus pour responsables des actes de leur fils, le tireur de l'école d'Oxford. Et la mère comme le père sont allés en prison pour ce qu'ils savaient, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Pour protéger toutes les personnes à l'intérieur de cette école lorsque leur fils y est entré avec une arme qu'il lui avait achetée. Et ce que nous voyons maintenant, c'est en quelque sorte un élargissement de la part des procureurs, des personnes qu'ils tiennent pour responsables en réaction à ces fusillades dans les écoles. En Géorgie, nous avons vu un autre cas où un autre père a été tenu responsable des actes de son fils. Son fils était le tireur. Il n'a tiré sur personne, mais il était au courant des problèmes de son fils et il a fourni l'arme. Maintenant, l'affaire dont nous parlons ici, la femme qui se fait tirer dessus est une enseignante. Le tireur a 6 ans. Il est en première année. C'était un élève de première année qui avait déjà eu des ennuis à plusieurs reprises. Mais ce jour-là, d'autres élèves disaient aux enseignants que cet élève, ce garçon de première année, avait une arme. L'une de ces enseignantes était Abyss Werner, qui a été informée par d'autres enseignants qu'un de ses élèves avait une arme. Elle est allée parler avec la directrice adjointe. D'autres enseignants auraient également parlé à la directrice adjointe à ce sujet et la directrice adjointe n'a rien fait. Abyss Werner, l'enseignante, se fait maintenant tirer dessus. Miraculeusement, elle survit à cette fusillade. Et elle a poursuivi en justice la directrice adjointe Ebony Parker.
Il y avait une assurance qui couvrait tout cela, mais elle a intenté un procès et elle a gagné 10 millions de dollars. Elle a été gravement traumatisée et ce jury a estimé qu'Ebony Parker, la directrice adjointe, n'avait rien fait ce jour-là. Et en ne faisant rien, elle a été négligente, gravement négligente en causant cette fusillade et tout ce danger. Imaginez si des élèves avaient aussi été touchés par balle ce jour-là. Imaginez si Abby Werner avait perdu la vie. Elle a survécu pour raconter son histoire. Maintenant, dans cette affaire, nous allons encore plus loin avec Ebony Parker. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas d'un procès civil. Il s'agit de sa liberté de savoir si elle ira en prison ou non. Comme l'a fait la mère de cet élève de CP qui a plaidé coupable. Pour négligence criminelle envers un enfant, elle est allée en prison à cause de ce que son fils de 6 ans a fait. Maintenant, les procureurs dans cette affaire veulent envoyer cette directrice adjointe en prison pour ce qu'elle a fait, mais en réalité pour ce qu'elle n'a pas fait. Elle était au courant. Elle aurait eu la capacité de faire quelque chose ce jour-là, mais ne l'a pas fait. Et c'est pour cela qu'ils s'en prennent à elle. La partie de cette affaire qui me bouleverse complètement, c'est que la prévenue rejette la faute sur la victime de la fusillade. Abby Werner, l'enseignante, celle qui a été blessée par balle, qui a failli mourir et qui a gagné son procès contre Ebony Parker. Maintenant, Ebony Parker pointe du doigt Abby Werner en disant que c'est l'enseignante qui aurait dû agir. L'enseignante était dans la salle de classe. L'enseignante savait et elle n'a rien fait, causant ainsi sa propre blessure par balle. C'est une défense fascinante. C'est une défense très dangereuse. Et je vais en venir à la partie de l'affaire où la défense contre-interroge Abby Werner à la barre des témoins, essayant de faire comprendre cela au jury. C'est elle qui est à blâmer pour s'être fait tirer dessus au visage ou s'être fait tirer dessus par ce garçon de 6 ans. Mais commençons par examiner l'interrogatoire principal d'Abby Werner, alors qu'elle raconte son histoire au jury, expliquant ce qui se passait ce jour-là, ce qu'elle savait, à quel moment elle l'a su, à qui elle l'a dit, et finalement, ce qui lui est arrivé. Regardons cela. Donc, vous nous avez dit que vous enseignez à des élèves de première année. Environ quel âge ont les élèves de première année? Environ 6 ans. Et combien d'élèves, je ne demande qu'une estimation approximative, mais combien d'élèves y avait-il dans votre classe à peu près? Environ 20, peut-être plus, peut-être moins. Bien sûr. Je veux te parler d'un élève en particulier que j'ai identifié comme étant JT. Tu vois de qui je parle? Oui. Quelques jours avant le 6 janvier, y a-t-il eu un incident avec JT dans ta classe? Oui, il y en a eu un. JT, était-il un élève régulier dans ta classe? C'était un élève de votre classe attitré? Oui. Oui, c'était le cas, d'accord. Et donc, quelques jours avant, quel incident s'est produit avec JT? Ce mercredi-là, l'élève avait pris mon téléphone portable et il l'avait pointé vers le sol. Donc, j'avais demandé comment il se comportait juste avant l'incident avec le téléphone. Oui, il était défiant et me répondait non. D'accord. Et donc, comment a-t-il eu votre téléphone, si vous le savez? C'était le moment de notre petit groupe de lecture. Et mon téléphone avait sonné de l'autre côté de la classe, là où se trouvait mon téléphone scolaire. Et quand je suis retournée à la table de mon petit groupe de lecture, je l'ai vu avec mon téléphone portable. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait? Tu te souviens de son expression à ce moment-là? Il avait juste l'air très défiant, presque un peu... un visage provocateur. Face. Après qu'il ait cassé ton téléphone, est-ce que tu fais quelque chose pour qu'il ait une conséquence ou que se passe-t-il? Oui, j'ai dû immédiatement traverser le couloir pour aller dans la classe de mon enseignante référente, Mademoiselle West. D'accord. Et savez-vous ce que Mademoiselle West a fait ensuite? Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, mais si vous savez.
Je me souviens lui avoir demandé d'utiliser son talkie-walkie pour demander de l'aide. D'accord. Et savez-vous ce qui est arrivé à JT, s'il s'est passé quelque chose après qu'il ait cassé le téléphone? Non. D'accord. Était-il à l'école le lendemain? Non. Et ensuite, est-il venu à l'école le 6 janvier? Oui. D'accord. Attendez une seconde. Donc, il y a un historique avec cet élève, n'est-ce pas? Il prend le téléphone portable de son professeur et le casse. Le lendemain, il n'est pas à l'école, il semble avoir été suspendu ou renvoyé chez lui. Mais c'est une partie importante de tout ce scénario. C'est un élève avec un passé de violence qui s'en prend à son professeur. Gardez donc cela à l'esprit, et je pense que le jury devra aussi le garder à l'esprit. Gardez cela en tête quand le jury prendra connaissance des éléments de preuve sur ce qui s'est passé le jour de la fusillade. Ce n'est donc pas un élève pris au hasard. C'est un élève qui, vous savez, quelques jours auparavant, avait cassé le téléphone portable de l'enseignant. Il devrait déjà y avoir des signaux d'alerte au moindre problème de comportement. Regardons-en un peu plus. Au cours de la journée, avez-vous pris conscience qu'un enfant était armé? Oui. Et est-ce parce que quelqu'un vous a dit que l'enfant était armé? Oui. Qui vous a dit cela? Ou chez les enfants spéciaux au Québec. Quel était votre état d'esprit concernant le fait que cela soit partagé avec l'administration? Aviez-vous l'intention de le partager? Moi? Non. Kovac est allé en parler à l'administration. Et assurons-nous que c'est... Prêt. Comme ça, tu pourras l'attraper. S'il te plaît. Cette objection est rejetée, monsieur le juge. C'est trop cool. Merci. Après ce moment, étiez-vous assez inquiet pour surveiller JT de près? Oui. Parlez-nous de vos observations à partir de ce moment-là. Plus précisément, à quel moment? Oui, donc à un moment donné, est-ce que votre classe part en récréation? Oui, tu es là? Oui, d'accord. Qu'as-tu observé à ce moment-là, s'il y avait quoi que ce soit d'inquiétant? Oui. J'ai remarqué que l'élève portait une veste trop grande avec ses deux mains dans ses poches qui sont restées dans ses poches tout le temps. Et je me souviens que ça m'a marqué. D'accord. Je veux juste que vous décriviez toute observation préoccupante concernant JT qui s'est produite dans votre classe après la récréation. Oui? S'il y en a. Les deux mains restent dans les poches de la veste tout le temps. Portait-il la veste dans votre salle de classe? Oui. Il ne l'a pas enlevée après la récréation. So, Miss Werner, à un moment donné dans la... Souviens-toi où va la défense maintenant. Ils vont lui rejeter la faute, comme si c'était de sa faute. Alors, devrait-elle agir? Est-ce qu'elle a le droit d'agir? Et il y a un vrai désaccord dans cette affaire sur les obligations d'un enseignant, sur les pouvoirs qu'un enseignant a dans le district scolaire pour agir avec les élèves, ou si c'est une fonction administrative exercée par un directeur ou un directeur adjoint dans ce cas. Et c'est vraiment, vraiment important ici. Mais la défense va dire, écoutez, c'est votre travail, c'est vous qui aviez des soupçons, c'est vous qui avez fait ces observations, c'est à vous d'agir. Continuons à regarder. À un moment donné dans la journée, avez-vous été blessé? Dites-nous ce qui a immédiatement précédé cela. Décrivez-le nous. Ça... On est arrivé au point où j'ai vu du coin de l'œil que mon ami de gorge roulait ce que l'étudiant avait. J'ai vu l'élève me regarder. J'ai regardé par-dessus.
Une arme était pointée directement sur moi. Il tenait une arme, l'étudiant, et elle était dirigée droit sur moi. Et puis j'ai été touchée par balle. Et à quel endroit de votre corps une balle vous a-t-elle touché, si c'est le cas? Elle a traversé ma main gauche et est entrée dans ma poitrine. Qu'avez-vous fait ensuite? Je me souviens. Les enfants sortaient de la salle de classe. Madame West était de l'autre côté du couloir. Elle a ouvert sa porte et aidé les élèves. Et je suis allée au bureau. Au moment où le coup de feu a été tiré, je vous demande d'estimer combien d'enfants se trouvaient dans votre classe. Je ne lui demande pas de spéculer, mais de donner une estimation du nombre d'enfants présents à ce moment. Elle n'a pas à deviner, elle était là. J'estimerais. Je dirais que c'est probablement le même nombre qu'avant, mais j'estime. Plutôt dans la fourchette basse, il me manquait quelques élèves ce jour-là. Plus de 20, d'accord, merci. Vous avez décrit le moment où une arme était pointée sur vous. À ce moment-là, y a-t-il des enfants dans votre champ de vision? Oui, pourriez-vous décrire cela? C'est pendant le cours, au milieu d'un petit groupe de lecture, donc j'ai des élèves à proximité. J'ai aussi des élèves à leur bureau. J'ai des élèves très proches. Y avait-il des élèves qui étaient à quelques centimètres de JT? Oui. Y avait-il des élèves entre vous et JT? Je ne me souviens pas. D'accord. Attends une seconde. Que se passe-t-il ici? Et ce qui se passe, c'est que les procureurs essaient de faire passer leur message à ce jury. La responsabilité qu'a un directeur adjoint de protéger les enfants. Aucun enfant n'a été blessé par balle ici. L'enseignant a été blessé par balle. C'est une victime d'une fusillade. Encore une fois, je ne sais pas comment elle a survécu, mais elle s'en est sortie de façon incroyable. Mais pour les procureurs ici, devant ce jury, ils essaient de faire comprendre qu'un directeur adjoint, comme celui à qui nous confions nos enfants à l'école, est chargé de les protéger. Le système scolaire met en place un protocole qui donne certains pouvoirs à un directeur adjoint pour agir dans l'intérêt de la sécurité de tous et accorde au directeur adjoint la capacité de faire des choses que, selon les procureurs, un enseignant ne peut pas faire, un assistant pédagogique ne peut pas faire, personne d'autre ne peut faire. Et ce devoir est particulièrement important dans cette affaire parce que vous avez un enfant de 6 ans brandissant une arme à feu dans une salle de classe où il y a d'autres enfants de 6 ans. Cette histoire prend une toute autre tournure. Si l'enseignante meurt ou si d'autres élèves sont blessés ou touchés par balle ici. Mais il y a un petit détail auquel je veux que tu réfléchisses si cela avait été différent. Si c'était un cas où l'enseignante n'avait pas été touchée, mais qu'un élève avait été blessé par balle, peut-être même tué par cet autre élève. Est-ce que les procureurs s'en prendraient à l'enseignante ainsi qu'au directeur adjoint pour ne pas avoir agi? Et je pense que c'est en partie ce que la défense veut faire ici, faire porter la responsabilité à l'enseignante. Mais je me demande, dans ce nouveau monde où de plus en plus de personnes sont tenues pénalement responsables des fusillades dans les écoles,
Les procureurs auraient-ils poursuivi l'enseignante si elle n'avait pas été la victime de la fusillade et qu'un autre élève l'avait été à cause de son inaction ce jour-là? C'est maintenant l'heure du contre-interrogatoire et c'est un moment très, très important. C'est un moment crucial pour la défense. Rappelez-vous, ils s'en prennent à elle. C'est la faute de l'enseignante. C'est elle qui est responsable de ce qui lui est arrivé. C'est elle qui est responsable d'avoir mis tous les autres enfants en danger, en péril. Donc ce contre-interrogatoire, bien que cette femme ait été blessée par balle à la poitrine et ait failli mourir, ils doivent le faire. Ils doivent amener le jury à penser que la femme qui a été blessée par balle est responsable. C'est la thèse. C'est la thèse de la défense. Alors passons à ce contre-interrogatoire. Donc, en gros, JT était dans votre classe le 6 janvier, c'est bien ça? Vous avez signalé qu'il était un peu incontrôlable, un peu violent ce matin-là, c'est bien ça? Il avait l'air étrange, et il semblait être d'humeur violente. D'accord. Et vous avez eu des contacts avec mademoiselle Kovac, c'est bien ça? Oui? D'accord. Et vous avez eu des contacts avec mademoiselle Kovac avant d'aller dans la cour de récréation, c'est bien ça? Oui, d'accord. Attendez une seconde. Je dois souligner cela. Le ton de l'avocat de la défense est celui d'un contre-interrogatoire. On n'est pas dans Perry Mason. Il sait qu'il s'agit de quelqu'un qui a été blessé par balle à la poitrine, donc doux, posé, mais il doit quand même faire valoir ses arguments. Mais il n'a pas besoin de lui crier dessus. Il n'a pas besoin de hurler. Il n'a pas besoin d'être agressif avec elle, accusateur. Il peut le faire de la manière dont il le fait et rester efficace. Regardons. À l'interrogatoire principal, vous avez dit que mademoiselle Kovac vous avez dit que JT était armé, c'est bien ça? Elle m'a dit que l'élève avait dit à d'autres élèves qu'il avait apporté une arme avec lui. Ce n'était pas votre déposition à l'interrogatoire principal. Vous avez dit que mademoiselle Kovac vous avait dit qu'il était armé. C'était votre témoignage. Est-ce correct? Ici aujourd'hui. Oui. J'ai dit ça. Non, je suis désolée si j'ai dit ça. On m'a spécifiquement dit qu'il disait cela à d'autres élèves. Donc, d'après les informations que vous avez reçues de mademoiselle Kovac, vous pensiez que l'élève était armé, c'est bien ça? Ça m'a traversé l'esprit, oui. D'accord, donc ça vous a traversé l'esprit qu'il avait une arme, c'est bien ça? Quand on m'a dit ce qu'on m'a dit, c'était possible. D'accord, donc s'il était armé, cela représentait un danger pour vos élèves, c'est bien ça? Oui. D'accord. Donc, vous n'avez pris aucune mesure pour séparer JT de ses autres camarades de classe. Est-ce exact? Oui, tout à fait. Et donc, vous l'avez autorisé à aller en récréation en sachant qu'il pouvait avoir une arme à feu. Est-ce exact? Oui. Vous auriez pu refuser de le laisser aller à la récréation. Vous auriez pu l'éloigner de ses autres camarades de classe. Est-ce correct? Oui, de mon côté, c'est possible. D'accord. Arrêtez-vous là. Et puis j'ai un aveu énorme juste là. C'est énorme. Et souvenez-vous, quand son téléphone portable avait été cassé, elle l'a effectivement séparé du reste de la classe. Donc, ce que la défense fait ici, c'est d'établir le fait que, oui, l'enseignante a une certaine marge de manœuvre pour assurer la sécurité de tous, pour discipliner et pour éloigner un enfant d'une situation. Donc, si vous éloignez un enfant parce qu'il casse un téléphone portable, pourquoi ne le faites-vous pas s'il a une arme à feu? Et c'est justement ce que la défense souligne ici. Encore une fois, sans crier, sans hurler, mais en faisant passer le message. Regardons. Et ensuite, vous lui avez permis de retourner dans votre classe avec les autres élèves. C'est bien cela? Oui. D'accord. Rien ne vous empêchait de l'exclure de la classe. C'est bien cela? Oui. D'accord. Et rien ne vous empêchait en fait de sortir JT de la classe et de l'emmener au bureau administratif.
C'est bien cela? Oui, d'accord. Donc, mercredi. JT était perturbateur et vous l'avez effectivement sorti de la classe. C'est bien cela? Oui. Et vous avez également alerté l'administration, c'est bien cela? Personnellement, non. D'accord, mais vous avez pris des mesures pour vous assurer que l'administration soit informée. C'est bien cela? Personnellement, non. Vous n'avez pris aucune mesure pour arranger cela. D'accord. Vous seriez d'accord pour dire que la possibilité qu'il y ait une arme à feu dans la salle de classe est bien plus grave que le fait que JT ait cassé son téléphone portable. C'est exact? Oui. Vous n'avez pas, une fois que vous avez eu des inquiétudes ou que vous avez été conscient de la possibilité que JT ait une arme à feu en sa possession, vous n'avez pas personnellement informé l'administration de cela? Je crois qu'il a une arme. Est-ce exact? C'est exact, d'accord. Vous n'avez pas personnellement appelé la police. Est-ce exact? C'est exact. Vous n'avez personnellement demandé à personne d'autre de retirer JT de la classe. Est-ce exact? C'est exact. Vous admettriez que la première personne responsable de protéger les élèves dans la classe, c'est vous en tant qu'enseignant. Est-ce exact? C'est exact. Vous admettez n'avoir pris aucune mesure pour protéger les élèves contre JT qui pouvait, selon vos mots, être en possession d'une arme à feu. Est-ce exact? Je ne dirais pas ça. Quelles mesures avez-vous prises pour protéger les élèves, sachant que JT pourrait avoir une arme à feu? Cela pourrait enfreindre les règles du oui-dire et je ne suis pas sûre. Mais d'après les informations que j'avais ce jour-là, je savais que d'autres personnes le lui avaient dit. Je parle de ce que vous avez fait. Quelles actions avez-vous prises? Absolument. Votre réponse est absolument. Je suis désolée. Quelle était la question? D'accord. Quelles actions avez-vous personnellement prises pour protéger les élèves de votre classe de JTB et d'un éventuel danger? J'ai fait confiance à mon collègue. D'accord. D'accord. Je comprends ce que fait la défense, non? On a tous compris. Mais voici une question. Est-ce que l'inaction de l'enseignant excuse celle du directeur adjoint? N'est-ce pas? Et un juré pourrait être assis là et se dire, eh bien oui, l'enseignant aurait dû faire quelque chose, mais le directeur adjoint aurait certainement dû faire quelque chose aussi, et il n'y a qu'une seule personne en procès en ce moment. Donc, c'est une possibilité. Et puis-je juste dire qu'Abyss Werner semble encore tellement traumatisée à la barre. Et elle voulait être enseignante. Elle voulait aider les enfants. Elle entre en classe et se fait finalement tirer dessus par l'un d'eux. D'accord, reculons un peu maintenant. Prenons du recul et regardons la situation dans son ensemble, dans ce cas. Et les déclarations liminaires sont vraiment une feuille de route pour chaque partie. Commençons par examiner l'accusation ici. Nous avons entendu la témoin vedette, sûrement la plus importante de l'affaire. C'est pour cela qu'elle a témoigné en premier. Mais voyons ici le plan d'ensemble des procureurs, leur stratégie globale et la raison pour laquelle ils ont inculpé Ebony Parker de 8 chefs de négligence criminelle envers des enfants et veulent l'envoyer en prison. Regardons. Je comprends, et peut-être que vous comprenez que dans cet incident, une enseignante a été blessée par balle. C'est une tragédie horrible et j'ai vraiment de la compassion pour mademoiselle Zwerner. Mais cette affaire ne concerne pas mademoiselle Zwerner. Cette affaire concerne les enfants qui ont vécu cet événement dans la classe de cet élève. On s'arrête là? Dès le départ, il a complètement recadré ce procès pour ce jury parce qu'il y avait une affaire civile, n'est-ce pas? Et tout cela concernait l'enseignante Abyss Werner. Ce procureur dit non, non, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit des enfants.
Il s'agit des enfants. Je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est le devoir évident qu'a le vice-principal de garder les enfants en sécurité. C'est la priorité numéro 1. Et je pense que deuxièmement, il sait aussi ce que nous venons de vivre, où le prévenu va pointer du doigt l'enseignante et lui rejeter la faute. Et il dit, écoutez, ce qui lui est arrivé est horrible, mais cette affaire concerne vraiment les enfants. Coup de génie du procureur. C'est de ça qu'il s'agit dans cette affaire. Vous entendrez cette enseignante parce qu'elle a été témoin des événements. Mais elle est un témoin. Les victimes de ce crime sont les enfants. La prévenue, Dr. Ebony Parker, était la directrice adjointe de l'école primaire Richneck à l'époque. C'était la personne qui était payée pour s'occuper de ses enfants. Et vers 11h40 du matin, Mademoiselle Werner avait vu un enfant en particulier dont vous apprendrez qu'il a un lourd passif. Une longue histoire de problèmes de discipline dont le Dr. Parker était déjà au courant bien avant le 6 janvier 2023. Mais Mademoiselle Werner a observé quelque chose chez cet élève qui l'a inquiété. Vous allez l'entendre et vous allez savoir quelle était cette préoccupation. Et ensuite, elle va vous dire qu'elle est allée voir le Dr. Parker et l'a prévenu. Elle a prévenu Mademoiselle Werner que cet enfant que nous appelons JT était d'humeur violente. Vous entendrez qu'elle a dit « Je ne sais pas ce que je vais faire s'il me frappe ». C'est la connaissance que le Dr. Parker avait de l'histoire de JT. C'est ce que je veux. Mais à 11h45, Warner entre alors. Dites-nous, docteur. Dites au Dr. Parker que JT est d'humeur violente et le Dr. Parker ne lui répond pas. La regarde d'un air vide pendant un instant, puis retourne à son travail dans son bureau. L'avertissement est ignoré. Vous allez entendre que le passé de cet enfant signifie qu'aucun avertissement ne doit être ignoré. Parce que vous allez entendre le témoignage d'un enseignant qui a eu JT l'année précédente. Vous allez entendre parler de la violence que cet enseignant a subie de la part d'un élève de maternelle. Et vous allez entendre parler du rapport que cet enseignant a fait au Dr. Parker cette année-là. Et que la réponse du Dr. Parker a été un regard vide, puis il a baissé les yeux. Ne le faites pas. La même réaction qu'elle a eue à 11h45, le 6 janvier 2023. Mais cet avertissement n'était pas le seul. À 12h20, une spécialiste en lecture dit au Dr. Parker qu'elle pense que JT a peut-être une arme à feu. Elle a dit que c'était peut-être un jouet ou une vraie arme, je ne sais pas. Elle pense que JT a une arme à feu. Je vais fouiller. Je ne comprends pas l'inaction à ce stade. J'ai couvert des histoires où un enfant fait juste le geste du pistolet avec le petit doigt et se fait suspendre, il a des ennuis. Et ici, un enfant avec un passé supposé, des informations disant qu'il pourrait avoir une arme et il n'y a aucune action. Le procureur dresse ici un tableau très clair. S'il a les preuves pour l'appuyer, Fouiller son sac à dos. Le Dr. Parker ne lui répond pas vraiment, mais elle va fouiller le sac à dos. Elle ne trouve rien à ce sujet. Pendant ce temps, il y a des éléments préoccupants sont observés dans la cour de récréation avec JT. Et vous comprendrez pourquoi les enseignants et les conseillers finissent par s'y attendre. JT a sorti cette arme à feu de son sac, l'a mise dans son manteau et la porte dans la cour de récréation remplie d'élèves de l'école primaire Richneck.
Vous allez entendre qu'il l'a montré à un autre élève qui l'a ensuite signalé. Le jeune RR. Il a rapporté exactement ce qu'il avait vu à un enseignant. Il était terrifié. Visiblement bouleversé, il pleurait lorsqu'il a raconté ce qu'il avait vu. À 2h30. Ce spécialiste en lecture retourne voir le docteur Parker et dit « Je pense qu'il a l'arme dans sa veste. » Ne le fais pas. Sa maman va bientôt arriver. Je ne peux qu'imaginer ce que cela a fait ressentir à notre fils. Vers 13h. Un conseiller va voir le docteur Parker et dit « Je veux fouiller l'enfant. Puis-je le fouiller ?» Elle répond « Non. » Maman va servir de modèle elle-même. Pendant plus d'une heure, plusieurs personnes sont allées voir le docteur Parker. Parker et lui a dit qu'il y avait un enfant armé dans une école primaire qui courait partout, interagissant avec les enfants dans la classe, les enfants dans la cour de récréation, les enfants dans les couloirs. De multiples avertissements lui ont été directement rapportés. Elle dit de ne rien faire. Ne rien faire. Donc, non seulement elle n'aurait rien fait, mais elle dit aussi aux autres de ne rien faire. C'est un énorme problème. Comme on dit dans le show business, c'est difficile à suivre. C'était une déclaration d'ouverture très puissante de la part de l'accusation. Donc, en tant qu'accusé, ton rôle est un peu différent. Tu n'as rien à prouver dans une affaire, mais dans ce cas, ils le font. Nous connaissons le thème. Donc, tu dois préparer le terrain pour ça. Tu dois donner une feuille de route à ce jury pour qu'il regarde ailleurs. Ne regardez pas l'accusé. Je veux que vous regardiez ici, pas là-bas. Ne regardez pas mon client. Regardez là-bas. C'est eux les responsables ici. Alors, retournons dans la salle d'audience et regardons la déclaration d'ouverture de la défense, alors qu'ils essaient de faire en sorte que le jury se concentre sur l'enseignant sur lequel on a tiré plutôt que sur l'assistant ou le vice-principal qui n'a rien fait. Il y a une idée que je veux que vous gardiez à l'esprit en priorité dans l'UCL. Et cela est basé sur leurs actions. Ce n'était pas ce qui allait arriver. Il n'y a aucune action qui n'était pas un maintenant. J'ai beaucoup parlé de ma vie et de cette crise permanente. Et que le docteur Parker était la seule personne qui avait connaissance de la crise et l'autorité d'agir. Je dirais que ce n'est pas exact. Ce n'est pas vrai. Réfléchissez-y. Qui était la seule personne qui était là du début à la fin? Et c'était moi, celui-ci. D'accord. D'après ses actions, elle n'a pas agi comme s'il y avait une arme présente. Donc si elle pensait qu'il y avait une arme présente, alors ses actions auraient dû être de séparer l'enfant, c'est-à-dire JT, de ses camarades de classe, ou de séparer les camarades de classe de JT. Elle ne l'a pas fait. Il y avait aussi une autre personne qui avait des soupçons, et c'était Amy Klobuchar. D'accord. Elle pensait qu'il y avait une arme. Pour prendre l'initiative de séparer JT de ses camarades de classe ou de séparer ses camarades de classe de JT, cela n'a pas eu lieu. L'accusation a mentionné que JT, il y avait 2 personnes non conformes à cette action collective. Et il y avait 2 enseignants basés à l'école qui ont observé ce qui se passait. Il a dit que cela les a alarmés. Mais d'après leurs actions, ils n'avaient pas à réagir individuellement en situation de crise. Une crise est tellement dangereuse pour ces élèves. Nous n'avons pas séparé JT de ses camarades de classe. Nous n'avons pas séparé ses camarades de classe de « attendez une seconde ». En écoutant cette introduction, c'est intéressant, n'est-ce pas?
Parce que l'enseignant ou le directeur adjoint est en fait poursuivi pour n'avoir rien fait, pour avoir eu connaissance de la situation et ne pas avoir agi. Ici, il essaie de faire valoir l'argument d'équivalence selon lequel les enseignants étaient au courant et n'ont pas agi. Mais certains de ces enseignants sont allés voir Ebony Parker pour l'en informer. Donc, ils n'ont pas simplement rien fait, ils ont fait quelque chose. Comme ils l'ont signalé à l'administration, un enfant pourrait avoir une arme ici. Donc, ils ont pris des mesures. Il veut qu'ils prennent une autre mesure ou une mesure plus précise. Et je ne sais pas si le jury va le voir de cette façon. À ce moment-là, eh bien oui, ils auraient dû s'occuper de toute l'affaire. Eh bien, ce n'est pas comme s'ils n'avaient rien fait. Ils l'ont fait et c'est la base de cette poursuite. Ils ont transmis l'information à l'administration comme ils étaient censés le faire selon les directives. Regardons-en un peu plus. Donc, l'accusation dit que seul le docteur Parker avait l'autorité. Chacune de ces personnes avait l'autorité de retirer ses camarades de classe ou de retirer JT si elle pensait que ses élèves représentaient une menace, un danger ou un risque quelconque. Au début de ce procès, et nous avons besoin que vous compreniez qu'en ce moment, le docteur Parker est présumé innocent. En ce moment, C'est à l'accusation de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, qu'elle est coupable des accusations qui ont été présentées. Le Commonwealth doit prouver que le Dr Parker était un tuteur ou une autre personne responsable de la prise en charge de l'éducation. avant que le docteur Parker ne soit là, Il y avait un enfant, celui-ci, et le Commonwealth doit prouver que le Dr Parker aura l'autorisation de s'occuper des enfants, donc il les accompagne et les aide pendant qu'ils sont à l'école, n'est-ce pas? Quel est son respect pour la vie humaine? Qui était la personne qui a vu ces événements du début à la fin? C'était l'enseignant, Zwerner. Qui était l'autre personne qui a pratiquement tout vu? C'était Andy Kopetsky, le réceptionniste. Il y avait une autre personne qui a tout vu. Il s'agit sans aucun doute d'un certain monsieur Ross. Si le Commonwealth veut accuser le Dr Parker, qu'en est-il de ces autres personnes qui ont eu un contact direct avec cet enfant, JT? Je crois que le Commonwealth ne pourra pas prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le Dr Parker est coupable de ces crimes. et je demanderai, à la fin de ce procès, que le docteur Parker soit déclaré non coupable. Comprenez? Je veux que vous gardiez toujours cela à l'esprit. D'après leurs actions, il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas d'arme à feu. D'après leurs actions, il n'y avait pas de crise. Il n'y avait pas d'arme à feu. Au final, il estime que ce n'est pas juste. Si les autres n'ont pas été inculpés, Ebony Parker ne devrait pas l'être. Je ne sais pas si le jury pensera ainsi. Nous verrons, c'est une affaire importante et captivante. Encore une fois, il s'agit d'une poursuite agressive liée à une fusillade scolaire visant une autre personne que le tireur. Ici, l'accusation concerne la négligence envers un enfant, non? Ce n'est pas pour la fusillade contre l'enseignante, mais pour négligence envers un enfant. C'est toutefois la même théorie. Nous tenons d'autres personnes responsables lorsqu'une fusillade scolaire a lieu. Et une poursuite agressive, vous savez, ça aura peut-être un certain impact, mais il faut qu'on arrête ça avant les fusillades. Avant les fusillades. Si on poursuit les gens seulement après une fusillade scolaire, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a eu une autre fusillade scolaire. Au bout du compte, j'espère simplement que tous les adultes responsables de nos enfants mettront en place davantage de mesures de sécurité et une meilleure façon de protéger nos enfants parce qu'ils le méritent vraiment. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Je suis Vinnie Politan. On se retrouve la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas de serrer vos enfants dans vos bras.